Retour à notre magazine de télévision, madame, monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir où que vous soyez actuellement. Notre émission telle que présentée, diffusée à partir de Montréal. Et aujourd'hui, nous recevons une grande dame. Elle est africaine, elle est membre de la diaspora africaine ici même à Montréal. Elle est enseignante aussi, femme d'affaires. En fait, elle porte beaucoup de chapeaux. Bonjour, Maryse Kempal. Oui, comment ça va? Ça va et vous, merci. C'est un honneur et un grand plaisir de vous avoir ici. C'est pas la première fois qu'on se voit. On a eu l'occasion quand même de se rencontrer lors du gala de ces grandes dames. Oui. Et vous êtes l'une d'elles. Vous êtes enseignante ici à Montréal. Au fait, j'arrête là. Qui êtes-vous? Ok, bonjour. Moi, c'est Marie Kempa. Je suis enseignante ici au Canada. Je suis arrivée au Canada en 2015 et j'ai étudié en enseignement. J'ai eu un bac en enseignement et aujourd'hui, ça fait presque 5 à 6 ans que j'enseigne. Et derrière, après, en fait, sur mon métier d'enseignante, je suis aussi comme responsable d'un institut de beauté qui s'intitule NEM Spa Beauté. Nous sommes situés ici sur Fleury-Ouest, au 366 rue Fleury-Ouest à Montréal. D'accord. Cette partie-là, on ne la mettra pas parce que c'est carrément publicitaire. D'accord. Mais là, je n'ai pas le choix que de la couper. Je dois donc vous le dire de façon très, très claire. Mais on va avancer un peu plus vers notre conversation ici. Tout d'abord, en tant que professeur, puisque vous m'avez parlé du fait que vous êtes professeur, on va se regarder, oubliez la caméra, elle vous regarde. Oubliez la caméra. Okay. Ici, en tant que professeur, vous enseignez au niveau primaire, c'est bien cela? Oui, au niveau primaire. Mais comment ça se passe? Je suis enseignante au niveau primaire, précisément, je tiens une classe de 3e année. Oui. Okay. Ça se passe très bien. Je suis à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Voilà, donc les élèves au primaire, on fait les mathématiques, le français, sciences et culture éthique québécoise. Et donc voilà, en tant que titulaire, ce sont des matières qu'on enseigne. D'accord. Comme professeur, vous êtes originaire du Cameroun. Du Cameroun, de Douala, de Yaoundé. Cameroun. Cameroun, donc voilà. D'accord, de Cameroun. Parce que j'aime bien avoir les précisions souvent. Mais bon, on va passer. Le Cameroun, c'est grand, oui, c'est large, donc comme tel. En tant que professeur africain ici, est-ce que c'est difficile pour vous? Ou est-ce que, je vous pose cette question, je vais être un peu plus précise. Nous avons une façon en Afrique d'élever les enfants qui est quand même un petit peu différente de ce que l'on vit et en Europe, et en Asie, et en Amérique du Nord particulièrement. Comment ça se passe pour vous? À l'enseignement, ici, ça se passe très bien. Moi, l'enseignement, c'est pas difficile, c'est question de patience. Donc, moi, avant de me lancer dans le métier d'enseignante, oui. C'est un métier où, comme j'ai dit tôt, c'est un métier où il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait, aimer les enfants aussi, savoir le besoin de l'enfant et s'assurer également que l'enfant est bien quand il arrive le matin, il est souriant, il est content et déjà, je dirais, la première chose aussi qui fait qu'on réussit aussi en tant qu'enseignante, c'est le lien qu'on crée avec nos élèves en début d'année. D'accord. Et tout à l'heure, je vous ai lancé cette phrase que j'ai lue quelque part sur Facebook, et je vais vous la répéter, je l'ai même partagée, où c'est un professeur probablement qui affirme, qui dit très clairement, nous, on est là pour transmettre à vos enfants des connaissances telles que les mathématiques, la géographie, l'histoire, les sciences et autres pour leur permettre de pouvoir fonctionner un jour dans la vie, du moins avoir les connaissances générales. Mais en ce qui concerne le comportement, les attitudes, le savoir-être, ça c'est le devoir des parents. Nous, on n'est pas là pour ça. Est-ce que dans votre travail quotidiennement, sentez-vous que cette phrase-là qui est théorique, est-ce que vous devez agir quand même sur d'autres éléments, soit
appliquer une certaine discipline ou encore essayer de transformer le comportement de l'enfant. Est-ce que c'est dans vos tâches? Oui, la base, pour réussir, comme je disais, notre journée d'enseignement, c'est la gestion de classe. Ça veut dire quoi, ça, la gestion de classe? Gestion de classe dit des règles établies, préétablies avec les élèves dans la salle de classe, beaucoup plus en début d'année et de façon répétitive aussi au milieu de l'année. Donc ça, ce ne sont pas des règles établies par l'institution, mais ce sont des règles que vous établissez en communauté avec les élèves. C'est bien cela? Donc c'est des règles qu'avec nous, avec les élèves, ensemble, on le fait pour que chacun puisse savoir, bon voilà, quelle attitude je dois adopter. La démocratie démarre déjà à l'école primaire. Voilà, c'est ça. Donc, les élèves doivent se sentir impliqués dans la gestion des classes. Ils doivent se sentir impliqués dans les règles que nous prenons en classe. Donc, on le fait ensemble avec les élèves. On parle de violence de plus en plus dans les écoles. Quel est votre commentaire par rapport à cela? Les violences, déjà dans nos écoles, c'est un peu déjà restreint parce que on s'y met beaucoup plus au niveau encadrement. Donc les enseignants, tout comme la direction, posent des règles, des balises pour amener chaque élève à comprendre que la violence à l'école n'est pas une bonne chose et que si peut-être un élève qui le fait, voilà, il y a des conséquences. Et je dirais, on met tout en place pour qu'il n'y ait pas de violence à l'école. On communique beaucoup avec les élèves, on établit des règles, comme j'ai dit, on fait des journées où c'est pour parler, on appelle ça le code de vie de l'école. Donc, en début d'année, il y a le code de vie de l'école qu'on fait signer aux parents, ce qui concerne tout ce qui est règlement de l'école et tout. Voilà, et donc il y a le code de vie qui est dans l'école en général. Il y a les règles de la classe qui sont en particulier aussi avec l'enseignante. Dites-moi, pour l'intégration des enfants issus des minorités noires et africaines, est-ce que vous avez eu à gérer ce genre de situation? Ça rentre beaucoup plus dans le cadre d'intimidation, chose qui est comme proscrit dans les écoles et la direction remet tous les moyens en jeu pour que l'intimidation soit réduite dans nos écoles. Donc, les enfants qui immigrent ici sont beaucoup plus déjà très inclusifs dans nos écoles. Donc, on fait comprendre que tout le monde peut, quelle que soit la couleur de notre peau, on est tous des humains, on doit tous s'accepter. Est-ce que vous-même vous sentez-vous intégré? Beaucoup. Par les élèves? Beaucoup, beaucoup. Les parents? Oui. Je me sens intégrée, je me sens comprise, je me sens incluse dans la communauté. C'est ça, donc, avec les élèves de plus en plus, ils sont conscients que voilà, on peut avoir un enseignant ou bien un enseignant. Est-ce que votre accent vous nuit dans votre travail? Non. Non. Pas du tout. On ne vous a jamais fait de remarques par rapport à votre accent? Non. Que ne vous comprend pas ou qu'on fait semblant de ne pas vous comprendre? Non, parce que on essaie avec les élèves de mieux articuler, de mieux parler, que l'élève puisse comprendre et tout. Oui. Bon, donc l'accent n'a jamais été un problème, il ne posera pas de problème, vu que ça fait partie de ce qu'on a appris comme dans la formation, durant les stages et tout. Donc, c'est avec le temps, les élèves commencent à nous comprendre et l'accent n'a pas. Alors, pour ceux qui disent que l'enseignement, c'est très difficile, pour vous, vous êtes heureuse alors? Beaucoup. Hein? Beaucoup. Pour moi, comme je dis, il faut aimer ce qu'on fait. Vous aimez ce que vous faites. Hein? Beaucoup. Il faut aimer ce qu'on fait et être patient. Parce que l'enseignement, ça demande beaucoup de patience. D'accord. Beaucoup de patience et la compréhension aussi. Je vais vous emmener maintenant vers un sujet que vous connaissez déjà. Le rap cause, semblerait-il, des malheurs à Toronto. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je pose une question ici. Comment expliquer la catastrophe d'une famille congolaise à Toronto, au Canada, avec la mort qui éradique subitement une famille apparemment paisible?
Le tueur n'est autre que le fils. Un musicien rap, star de son quartier, apparemment jaloux du succès de son frère. Et voilà, suite à une altercation entre les deux frères, papa qui s'apprêtait à voyager le soir même pour Kinshasa, en République démocratique du Congo, en haut, entend ses deux fils discuter, il descend, et voilà, faire une histoire courte, le garçon tire sur le papa, il l'abat froidement, maman qui entend le coup de feu qui était en haut aussi, qui descend, 4 coups de feu sont tirés, elle parvient à ne pas les recevoir, peut-être blessée, et le fiston qui débattait avec son frère, dès qu'il voit ça, il se sauve, son frère le poursuit dans la rue à Toronto, imaginez-vous, et là-bas également au vu et au su du grand public. Vous, en tant qu'enseignante, en tant qu'Africaine, en tant que mère, quel est votre commentaire? Wow, c'est une histoire très froide. C'est lourd. C'est très lourd, c'est très pesant. Très lourd, c'est pathétique et voilà. Donc déjà, je souhaite beaucoup de condoléances à cette famille. Et moi, ce que je dirais dans cette histoire, ça tout part aussi de l'éducation et de l'environnement. Je ne sais pas dans quel environnement se trouve ce jeune homme, mais je dirais si ça dépend de son environnement. Si il est dans un environnement où il fréquente des amis qui auparavant l'éducation n'avait pas vraiment été suivie, ça se peut que l'enfant puisse copier cela. Et aussi, je dirais que nous devions faire très attention à l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce qu'on leur apprend, qu'est-ce qu'on fait avec eux. Aussi, suivre ce qu'ils font, les accompagner dans ce qu'ils font, les comprendre, les encadrer, être là pour eux. Il faut toujours chercher à savoir ce que l'enfant fait, qu'il fréquente, ses fréquentations, parce que c'est aussi ça qui fait que l'enfant fréquente des personnes qui peuvent comme l'amener à avoir des comportements inappropriés. Donc, pour le cas de cette famille, c'est vraiment désolant de voir un jeune homme de cet âge abattre toute sa famille. Et je me dis, voilà, c'est dans quelles circonstances il l'a fait, pourquoi il l'a fait. C'est une situation vraiment où j'interpelle vraiment les parents à être plus vigilants et à ce que leur enfant fait. Quand on écoute, parce que j'ai eu l'occasion quand même de suivre un petit peu, par-ci par-là, d'entendre un petit peu quelques commentaires au niveau de la diaspora africaine en général, certains sont allés jusqu'à interpréter du fait de dire que voilà, cet enfant-là devait être totalement marabouté. Quelqu'un l'aurait marabouté pour que son esprit, pour que son cerveau se retourne subitement vers sa famille, son père. Imaginez-vous, quand on dit dans la Bible « tu ne tueras point ton père et ta mère », ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Alors, je ne sais pas, je veux vous laisser continuer, madame. Maraboutage, je ne sais pas si je crois à ce mot. Je sais pas. En Afrique, ça existe, oui ou non? Ça existe selon ce qu'on nous dit. Mais on n'est pas certain. Quand on vient ici, certains disent quand on vient ici, on pense changer. Mais ça nous suit toujours. Est-ce que ça existe, oui ou non? Ça existe chez nous. Déjà, il faut savoir dans quelles conditions on dit que l'enfant a été marabouté. Est-ce que c'est l'enfant lui-même ou bien ça vient des parents? Donc, il faut se poser la question. Ah bon, des parents aussi? Je ne sais pas, il faut se poser peut-être la question. Est-ce que lorsqu'on parle de maraboutage, est-ce que c'est l'enfant qui allait chercher cela ou bien c'est venu des parents et qui a été transmis sur l'enfant? On ne sait pas. Donc moi, je ne peux pas me poser sur le problème de maraboutage parce que c'est des choses que je ne crois pas à ça. Même si on dit que ça existe, parce que moi, je dirais aussi deux fois, il y a aussi l'effet de la drogue. Ça se peut il y en a qui ont parlé de drogue, mais il y en a chez les Africains, il y en a qui persistent, qui disent, mais écoutez, comment est-ce qu'une famille... côté drogue.
Mais côté maraboutage, je ne peux pas me prononcer dessus Vraiment. parce que c'est Non, quelque mais chose que il y a des questions ici, là. Il y en a qui se disent, mais Koda, une famille qui vivait en Europe, le papa aurait étudié là-bas, il vivait en France ou en Bruxelles avec sa femme et ses enfants. Et il se dit, ben, pour le bien de mes enfants, pour les études de mes enfants, c'est peut-être préférable qu'on aille s'installer au Canada. Et les voilà qui viennent s'installer au Canada. Papa fait ses affaires, il voyage de temps en temps et tout ça. Et voilà, paf, il est mort. Wow. Sa femme, on l'a tiré dessus, son autre fils est décédé. Et on se demande maintenant, mais comment? On est venu pour le bien, on est venu dans un pays qui est pacifique, où c'est calme. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont dit non. Ça, il y a quelqu'un qui a marabouté. Bon, c'est vraiment, c'est comme je dis, c'est une histoire vraiment très pathétique. Et pour cette famille, je ne sais pas s'ils étaient les seuls ou bien c'est... Est-ce qu'ils ont une famille aussi au Congo ou bien ils étaient juste... On ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà, c'est... Moi, je dirais aussi, il faut aussi regarder, est-ce que l'enfant, côté psychologique, comment est-ce qu'il est bien? Parce que ça se peut aussi que Est-ce que dans les écoles, ressentez-vous une montée de violence tranquillement chez un enfant? Oui, parce que, comme je disais, si au niveau, il y a des enfants que des fois, ils ont besoin d'être écoutés. Seulement écouter, tout simplement. Oui, ils ont besoin d'être écoutés. Et lorsqu'un enfant se fait écouter, là, on peut maintenant mieux comprendre ce qu'il y a dans sa tête, ce qu'il y a dans son esprit. Est-ce qu'il parle toujours? Il y a des enfants qui ne parlent pas, mais lorsque on le met peut-être face à quelqu'un qui est prêt à l'écouter, comme un psychologue, par exemple, je pense que l'enfant peut s'ouvrir. Parce que l'enfant, ça marche souvent de façon individuelle. Mais en groupe, non. Donc, s'il est avec d'autres élèves, ça se peut qu'il ne parle pas. Mais lorsqu'on le prend de façon 1 à 1, il va parler. Donc, généralement, ce type d'enfant, il faut le prendre de façon individuelle et l'écouter. Bien, je dois vous dire merci infiniment de nous avoir accordé votre interview. Et on va rappeler rapidement qui vous êtes précisément. Alors, moi, c'est Marie Kempa et je suis enseignante de formation, de métier, ici au Canada, précisément à Montréal. Je suis à la commission scolaire Marguerite Bourgeois et je suis aussi membre de l'organisme à bilan lucratif, l'Association des enseignants immigrants du Québec, l'AEQ. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de nous. Oui. Ouais, donc je suis membre actif de cette association également, où nous encadrons des jeunes élèves dans nos différentes écoles. On a 2 types d'écoles, l'école du samedi et l'école d'été. Donc on le fait il y a eu même pendant ce temps, pendant la grève, il y a eu un plan de rattrapage qu'on a mis sur pied pour accompagner justement des élèves durant la grève. On perdu des journées de cours. Donc voilà. Et je suis aussi comme entrepreneur. Femme d'affaires. Femme d'affaires. Bien. Alors merci, voilà. merci infiniment. Merci à toi, Henri, de m'avoir donné cette opportunité. J'espère qu'on va se revoir à une prochaine édition. J'espère bien. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.